Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations managériales, humaines, numériques et environnementales des individus et des organisations. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel invité. On est avec Cécile Salé-Dechoux. Bonjour Cécile. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir honoré l'invitation. Tu es fondatrice de Ce qui compte. Tu es conseiller en transition humaine et organisationnelle. Tu vas un peu nous expliquer tout ça au fur et à mesure des questions. La première que j'ai envie de te poser, qui est donc celle qui est au cœur de ton activité, qui est assez intéressante et qui dénote un petit peu de ce qu'on peut entendre autour de l'IA justement. Tu parles d'IA qui révèle, tu défends l'idée que l'IA n'est pas bonne ou mauvaise en soi. En quoi justement donc l'IA agit comme un révélateur des intentions, des cultures et des modèles de nos organisations? En fait, je crois que je me définis comme une optimiste, lucide, mais quand même un peu utopique. Je pense que quand on parle en fait d'IA et de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va se poser surtout la question du récit dominant. Parce que si j'essaye de revenir un petit peu dans ce qui se passe dans la littérature et dans la philosophie, en fait, depuis que toutes les révolutions cognitives ont eu lieu, donc les révolutions cognitives, c'est toutes les révolutions qui en fait ont fait changer les époques parce que justement il y a eu des changements de technologie, donc c'est l'invention du feu, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, la Renaissance et ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir l'ère industrielle. Il y a eu un récit dominant qui a bouleversé en fait l'époque. Et je pense qu'en fait on est en train de vivre quelque chose d'assez similaire avec l'IA. Et que le problème, c'est que si on revient en fait à l'origine de Sapiens, on ne sait pas faire du futur antérieur, enfin on ne sait faire que du futur antérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut voir l'avenir qu'à l'aune de ce qu'on a vu dans le passé ou de ce qu'on connaît dans le présent. Donc c'est hyper dur pour nous d'imaginer quel va être le récit de demain à l'ère de l'IA et comment ça va pouvoir être une mauvaise application ou justement une bonne application. Donc si je prends en fait cette logique un petit peu littéraire et historienne, en fait on peut avoir quelque chose qui est assez similaire avec ce qui est en train de se passer, enfin ce qui s'est passé au XVe, XVIe siècle à la Renaissance. Donc on a d'un côté en fait l'effondrement de l'Église toute puissante avec l'avènement de la modernité. Et nous, quand on pense à la Renaissance aujourd'hui, on pense à Léonard de Vinci, on pense à l'humanisme, on pense à la fin du Moyen-Âge. Mais en fait, on n'a pas en tête forcément tous les conflits et les crises existentielles qu'il y a eu à ce moment-là. Alors qu'au moment de la Renaissance, il faut quand même avoir en tête qu'il y a l'Inquisition qui résiste, qu'on brûle des femmes, des sorcières, qu'on brûle les hérétiques, qu'on massacre 26 millions d'Amérindiens, en fait, c'est même le début de l'esclavage. Donc, en fait, si on fait le parallèle par rapport à tout ça, on se rend compte que ce n'est pas forcément l'outil qu'on doit combattre, mais l'utilisation qu'on va en faire. Et c'est vrai que c'est l'enjeu sur l'IA. Exactement. Aujourd'hui. Mais alors après, est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise utilisation ? Je pense que la collapsologie, en fait, elle a raison que si on ne change pas. Et moi, j'aime bien cette phrase de Mathieu Bodin, qui est un prospectiviste et historien assez connu, qui dit que l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre ou que la marine à voile ne s'est pas arrêtée parce que le vent était tombé. Et donc, en fait, si on considère que c'est toujours des minorités qui vont changer les choses, ça ne sert à rien de regarder un usage massif là où va la majorité quand il s'agit de changer. Donc, si on part de ce principe-là, ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde, on est assez convaincu qu'un petit groupe de personnes, comme les lobbies, sont capables de changer en fait un pan entier de l'économie, mais on a du mal à imaginer que l'inverse, qu'il y ait un petit pan d'une minorité qui soit capable de pouvoir faire changer la chose. Donc en fait, la question, elle n'est pas forcément de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise, mais est-ce qu'on va être capable de faire un usage techno-utile de l'IA ? Et donc du coup, comment on est capable d'avoir des usages qui nous permettent collectivement de mettre des ressources qui sont limitées au profit en fait, d'usages qui sont raisonnés. Et on parle beaucoup aussi de transformation durable des organisations, d'éthique aussi avec l'IA. Comment l'IA, elle peut devenir aussi un levier concret de durabilité économique, sociale et environnementale plutôt qu'un simple outil d'optimisation ? En fait,
on est en train de voir le cercle vicieux qu'on a depuis le début de l'ère industrielle, le cercle de cette performance. L'IA, on le voit aujourd'hui dans les usages où on cherche à optimiser encore plus, à aller chercher encore plus de rentabilité, et c'est la majorité des usages qui arrivent aujourd'hui. Mais en fait, il faut aussi penser qu'on a potentiellement dans les mains, pour la première fois, un outil qui est capable de nous faire passer à une ère où l'homme choisit la symbiose de son économie. Donc, alors ça veut dire, pour les auditeurs qui nous écoutent, on pense à eux. On pense à eux. Quand on parle d'économie symbiotique, on pense à 3 choses. La première, c'est d'utiliser en fait une technologie, donc en l'occurrence là c'est l'IA, qu'on va mettre au profit de besoins humains. Les besoins humains, je les entends selon la pyramide de Maslow et non selon les besoins de la consommation de masse, et sur lequel on a conscience de l'impact qu'on va avoir sur la biosphère. Donc, à partir du moment où on a ce triptyque en tête, on est capable d'avoir un usage de l'IA qui va dans cette notion d'économie symbiotique, qui est ce que finalement on essaye de mettre en place dans les transformations humaines et sociétales aujourd'hui dans nos organisations. Alors, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui commencent à parler et à démocratiser ces usages. Je vous invite à aller regarder ce qu'ont écrit Data for Good et IA for Good. Ils ont fait des livres blancs super sur justement les enjeux éthiques et d'usage de l'intelligence artificielle et des LLM. Et on voit pas mal d'usages aujourd'hui aussi qui commencent à arriver dans ce sens, forcément. Alors moi, je pense à titre personnel, j'ai bossé au BCG en fait pendant 1 an sur des sujets de décarbonation à grande échelle. Et c'était la première fois qu'on était capable de faire collaborer en fait des fournisseurs et des grandes entreprises sur toute leur chaîne de valeur. Sur la décarbonation, en fait, on était capable de faire matcher leurs activités avec des facteurs d'émissions qu'on était capable de trouver et de faire collaborer sur le scope 3 les fournisseurs et les acheteurs en fait. Ces pratiques-là, on n'aurait jamais pu les faire sans IA. Parce que quand on est sur un territoire donné, on va, par exemple en France, on utilise l'ADEME, on va se dire qu'une bouteille d'eau, ça coûte tant en facteur d'émission, mais on ne prend pas les 19 critères qui nous ont permis de la transporter, qui nous ont permis de la fabriquer, qui nous ont permis potentiellement de la recycler, et on a des calculs qui sont quand même assez faux. Donc, c'est là que sur la durabilité, l'IA est intéressante à son rôle. En ce sens, là, on est dans un prisme d'économie symbiotique, on utilise une technologie qui est super puissante, mais on a conscience qu'en fait, on le fait dans le but d'arriver à aller cocher ses besoins humains et de protéger en fait notre biosphère. Donc ces usages-là, que ce soit sur la décarbonation, mais en fait dans tous les domaines de l'activité, c'est la première fois qu'on a l'opportunité d'avoir en fait une sorte de baguette magique qui nous permet potentiellement d'aller répondre aux grandes problématiques, aux grands défis du XXIe siècle. Mais quand on regarde même sur la santé, aujourd'hui, il y a plus de 7000 maladies rares qu'on n'arrive pas à déceler. Sur la santé, c'est énorme. Sur la santé, c'est énorme. Sur l'agriculture, c'est énorme aussi. Et sur la santé, on a 7000 maladies rares. Les médecins, aujourd'hui, n'en connaissent que 600. Et en général, la plupart de ces maladies sont des maladies génétiques qui se décèlent dès l'enfance. En fait, c'est un parcours d'une vie juste d'arriver à mettre un diagnostic. Aujourd'hui, avec l'IA qui est capable de matcher plein de critères, en fait, et de compiler des dossiers de patients, c'est des choses sur la recherche, j'entends, mais par exemple, l'IA générative aujourd'hui, et c'est le sujet qui est assez crucial, c'est que ça transforme aussi beaucoup les métiers. Et ça, c'est quand même un autre enjeu, parce que dans des secteurs d'activité, ça peut être intéressant, mais ça change aussi les métiers, ça les transforme profondément. Qu'est-ce qui reste à l'humain ? Justement, ce qui reste à l'humain, je pense que si on parle d'optimisation et de rentabilité, ça va aussi beaucoup bouleverser les usages qu'on a de notre temps, et je l'espère en fait, et qu'on ne va pas se dire qu'on va travailler encore plus ou produire encore plus ou abîmer encore plus, mais qu'on va peut-être avoir la chance de se reconnecter à nos sens. Si je reviens un peu à Darwin, en fait tout ce qu'on n'utilise pas, on finit par le faire disparaître génétiquement. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être cette espèce qui, devant un tsunami sur la plage, va rester en short avec un smartphone à la main ? Je ne sais pas. Et là, je pense que l'IA a la capacité de nous faire de nous faire reprendre du temps pour être capable de nous reconnecter à ces sens-là, de reconnecter aussi collectivement avec les écosystèmes qui nous entourent. C'est-à-dire que tu pars du principe que l'IA nous permettrait de dégager du temps qu'on aurait dans notre vie personnelle ? Potentiellement, mais potentiellement aussi pour pouvoir faire d'autres projets ou pour pouvoir utiliser, même en utilisant l'IA, de se dire que ce serait assez dingue ce que ça nous permettrait de connaître du vivant. Je prends l'exemple d'une plateforme dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle Asteria
Oui. et qui collecte à peu près 700 000 modules fonctionnels en fait, qui sortent de 3,8 milliards d'années de R&D du vivant, où en fait, quand nous on essaye d'innover, on va utiliser cette plateforme qui est comme une sorte de de base de données open source incroyable, qui nous permet d'aller trouver dans le vivant des réponses techniques à ce que nous on va chercher comme problématique. Par exemple, aujourd'hui, je veux fabriquer un gant sans utiliser de fibres synthétiques, ou je veux faire une protection solaire qui va être protectrice de l'environnement, enfin en tout cas pas la dégrader. Je veux, je sais pas, chercher un isolant thermique qui soit surpuissant. Il y a fort à parier qu'aller regarder ce qui se passe du côté des pattes de pingouins qui font 1,5 cm et qui arrivent à rester à 30 degrés alors qu'elles sont sur moins 30 degrés. Voilà. Je pense que tous ces trucs-là, l'IA va pouvoir nous permettre de dégager à la fois du temps mais de la connaissance pour aller plus loin là-dedans. Donc d'arriver à trouver, nous, notre ikigai, où on est capable à la fois de trouver cet équilibre de vie pro, vie perso, quête en fait de ce qu'on veut faire. Et on a eu la chance inouïe d'avoir une baguette magique. Oui, le champ des possibles est immense. Alors les experts et les expertes que j'interroge notamment sur ces enjeux d'IA, je les interroge aussi sur, là on parle du vivant, on parle d'environnement, on parle d'éthique, de durabilité. Quel est ton point de vue quand même aussi sur le fait que l'IA soit aussi quand même assez énergivore? C'est des sujets qui reviennent souvent avec les chefs d'entreprise avec qui on échange. Quel est ton regard succinctement là-dessus? Alors, tant qu'on utilise l'IA dans un prisme d'économie symbiotique, je vais me faire taper dessus, mais je pense que que le jeu en vaut quand même un peu la chandelle. Moi, j'ai aussi, par le passé, travaillé avec les NFT, donc tout le mécanisme de la blockchain, pour arriver à redistribuer en fait les créations de valeur qu'on pouvait avoir sur ces blockchains pour le remettre au profit d'associations qui aujourd'hui peinent à aller lever des fonds, que ce soit public ou privé. Donc, ce que je veux dire, c'est que certes, c'est énergivore. Je pense qu'on est capable humainement et techniquement de faire énormément d'efforts sur l'impact, que ce soit en eau ou que ce soit en CO2, que l'utilisation de l'IA fait. Si on en fait un usage, encore une fois, raisonné, comme on disait tout à l'heure en introduction, quand on sait qu'une requête IA, 9 requêtes Google valent moins bien qu'une requête IA, finalement, aujourd'hui, les requêtes Google, quand on les fait, est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir l'impact que ça a, ou quand on envoie un mail, c'est rentré dans nos usages. Je pense que l'IA rentrera dans nos usages et qu'on arrivera à faire beaucoup d'efforts sur cette énergie que va consommer l'IA. Après, il faut faire attention à l'effet rebond. C'est comme pour la voiture électrique, c'est comme pour chaque progrès qu'on a fait. Plus on arrive à diminuer l'efficacité, augmenter l'efficacité énergétique des technologies qu'on a, plus on en fait un usage accru et plus de nombre de personnes l'utilisent. Donc oui, c'est clair que... Voilà, maintenant... à nous tous aussi, peut-être collectivement, d'avoir cette réflexion sur les prochains mois, les prochaines années, sur ces enjeux-là aussi, qui sont importants. Tout à fait. Alors, tu y as répondu un petit peu, mais j'aimerais y revenir. La transformation durable, on en a parlé, n'est pas seulement organisationnelle, mais elle est aussi individuelle. En quoi l'IA, justement, elle peut contribuer au développement de compétences humaines comme l'esprit critique, la créativité, la coopération, plutôt que de les affaiblir? En fait, je pense que l'IA, c'est un peu comme si on avait le meilleur élève de la classe. L'IA, c'est tout faire, c'est tout calculer, c'est faire le meilleur compte-rendu, etc. Mais qu'elle a d'intelligent que le nom, et que son intelligence arrive à condition que nous, humains, on soit capable de la commander. C'est le fameux prompt dont on n'arrête pas de parler. On a tous aujourd'hui presque universellement, parce qu'en fait, il s'agit d'avoir une connexion Internet et un device et un LLM, on va tous avoir accès, en fait, à une IA générative. Donc, en fait, on va tous avoir dans notre poche le meilleur assistant personnel qui soit le meilleur élève de la classe. Donc, en fait, ça va énormément redistribuer les cartes de la méritocratie et de la capacité cognitive. Si on est tous capables d'avoir en nous le meilleur élève de la classe, forcément, les compétences clés qu'on va regarder vont plus être les mêmes. Et à mon avis, les compétences clés qui, du coup, vont être importantes sont celles que tu nommes, l'esprit critique, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire des bons prompts ou de savoir, finalement, quel est le recul qu'on doit avoir par rapport à l'IA. On reparlera, si on a un petit peu de temps aussi, d'une charte d'utilisation qu'on peut se faire pour être capable d'avoir du recul par rapport à ce que peut dire ou pas dire l'IA. Dans les recommandations, en fin d'épisode, on en parlera. Parfait.
Et ensuite, il y a cette capacité à être créatif. Je pense que dans l'utilisation même qu'on peut faire de l'IA, c'est pas l'IA qui va nous dire « utilise-moi pour faire ça ». Donc, je pense que la créativité qu'on va avoir pour avoir un usage raisonné et un usage, on va dire, innovant de l'IA, on va avoir besoin de cet esprit créatif, mais aussi en marge de l'IA. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de collectivement, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, quel est le récit dominant qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qui nous anime collectivement. Il n'y a que la coopération entre les humains et les écosystèmes qui va pouvoir répondre à ça, et je pense que ça va devenir quelque chose de très très important. Et après, je crois que le dernier point que tu mentionnais, c'était la coopération, on en a parlé. Voilà. Ouais. Pour terminer effectivement cet épisode, on trouve intéressant de te demander tes recommandations, 3 recommandations peut-être aux dirigeants qui souhaitent et qui nous écoutent intégrer l'IA générative dans une logique d'impact positive et durable. Quelles seraient ces 3 recommandations ? Je pense que la première recommandation, ce serait d'avoir en tête cette économie symbiotique. Maintenant, on l'a définie, donc on l'a en tête. Essayer d'avoir une économie où on est capable d'utiliser la technologie au profit de besoins humains tels qu'on ne les définit pas sur la consommation de masse, en ayant conscience de l'impact qu'on a sur la biosphère. Que la deuxième, ce serait en fait de se créer sa propre charte d'utilisation de l'IA. Il y a plein de choses, c'est d'utilisation et de vigilance aussi, je dirais. Pour organiser. Ouais. D'être capable en fait d'avoir, moi à titre personnel, à chaque fois que j'utilise l'IA, j'ai 6 critères. Est-ce que en fait je suis pas en train de m'abrutir ? Est-ce que en fait l'application que j'ai entre mes 2 oreilles, elle pourrait pas répondre plus facilement que l'IA, ou en tout cas est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire fonctionner, rapport au darwinisme que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des biais d'entraînement ? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs ? Est-ce que j'ai bien vérifié mes sources ? Est-ce que je fais attention aussi à la souveraineté ? Je pense que ça, c'est très important dans le contexte géopolitique qu'on a aussi, de savoir si on utilise ChatGPT ou Mistral, le choix des outils qu'on va utiliser va être super important. Et de savoir aussi que Mistral qui est européen, oui. Une IA européenne, et effectivement ChatGPT qui est américain. Voilà. Donc si on doit encore augmenter notre dépendance aux États-Unis, il faut savoir que l'IA, et que si ça vient utiliser 80% en fait de notre bande passante dans notre société, et ça, c'est vrai que c'est une question très importante de la souveraineté pour les chefs d'entreprise qui voudraient intégrer l'IA générative. Je pense que c'est un choix aussi pour eux qui est important. Quel outil, quelle IA intégrer dans sa boîte ? Par exemple, nous, on sait qu'on utilise plusieurs. On est en train de voir ce qu'on souhaite choisir sur l'avenir, mais c'est vrai que c'est des enjeux hyper importants. Mais bon, il y en a beaucoup. Après, c'est comment... Mais bon, ça fera le cas d'un nouvel épisode. Comment choisir la bonne IA. Ouais. Après, je pense, comme tu dis, il faut en utiliser plusieurs, parce qu'il y a aussi le problème des modèles qui sont utilisés et des sources. Moi, je vois, quand je travaillais au BCG, on avait plus de 6000 bases de données d'IA différentes, parce que quand on va, dans le cas de la décarbonation, chercher un facteur d'émission, il ne va pas du tout être le même s'il est si c'est une IA qui est aux États-Unis ou en Australie qui va répondre, par exemple, sur des facteurs d'émission d'agriculture. Quel est le facteur d'émission lié à cette production de blé ? C'est pas du tout produit de la même façon en Australie, en Afrique ou aux États-Unis qu'en France. Donc en fait, on n'a pas une IA aujourd'hui qui croise les données à l'international. Parce que si on utilise une IA américaine, c'est bien ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'il faut toujours se demander les sources, en tout cas. Même si on utilise une IA, quel que soit le modèle d'IA qu'on utilise, il faut challenger les sources et savoir quel est le résultat qu'on nous a donné. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a toujours 10 à 30% d'erreurs dans ce que répond l'IA. Moi, j'avais entendu 50%. Ça dépend, en fait, comme tu dis, ça dépend de la question que tu poses. Et ça dépend... en fait, il va dire des choses avec plein d'aplomb. Mais potentiellement, en fonction du contexte et du territoire sur lequel on est, ça peut être complètement faux ou complètement vrai. Donc, c'est très important d'arriver à challenger les sources. Si je reprends mon exemple du blé dans le facteur d'émission, le facteur d'émission qui va être donné va être vrai dans 15% du globe et faux dans tout le reste du globe. Donc voilà, c'est très important. Ça mérite une vérification minutieuse. Donc moi, je me suis fait cette petite charte d'utilisation et de vigilance. Je pense que ça peut être un exercice en plus assez sympathique à faire collectivement dans une organisation, et quand on est entrepreneur, d'aller inclure aussi ses collaborateurs sur cette charte d'utilisation, un peu comme on a fait depuis des années sur nos chartes de valeurs ou d'éthique. Ça peut être un projet collectif assez intéressant à faire ensemble. Et le dernier point, je dirais que pour reprendre un philosophe et finir par un trait de philosophie qui s'appelle Patrick Vivray, je pense qu'il est temps de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire une stratégie.
Merci beaucoup Cécile pour ces partages, pour ces recommandations, pour ton regard sur ces sujets. Merci à vous qui nous écoutez, auditeurs, auditrices, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode avec un nouvel invité.